Chaque année est un nouveau départ, un moment où l'on remet tout à plat, où l'on se promet que cette fois ce sera différent, mais il y a un problème. Une année, c'est 12 mois. Et 12 mois, c'est long, très long parfois. Alors qu'est-ce qu'on fait? On procrastine, on se dit qu'on a le temps, et on finit par accélérer seulement dans les 3 derniers mois. Et là, comme par magie, on trouve la force, la concentration, l'urgence nécessaire pour accomplir en quelques semaines ce qu'on repoussait depuis quelques mois. Mais alors, pose-toi cette question. Et si cette urgence devenait normale? Et si, au lieu de parler en 12 mois, on pensait en 12 semaines? Et si chaque période de 3 mois devenait une année? Avec la même intensité, la même clarté, la même exécution. Et c'est exactement l'idée du livre L'année des 12 semaines. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser le temps différemment pour arrêter de remettre à plus tard et commencer à accomplir beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Alors, on résume ensemble L'année des 12 semaines de J.P. Morgan et reste bien jusqu'à la fin parce que ce changement de perspective peut transformer ta façon d'agir. Allez, c'est parti! Et bonjour et bienvenue dans les résumés du succès. Alors aujourd'hui, en ce début d'année, on est pile au bon moment pour réviser ensemble les livres qui nous permettent de démarrer l'année de meilleure manière, avec les meilleures techniques d'organisation et pour optimiser notre temps. Et pour qu'au final, on puisse réussir en fin l'année de la meilleure des manières. Alors, première question que je te pose, comment structurer ton année pour obtenir de meilleurs résultats? Eh bien, cette réponse, tu peux la trouver dans ce livre qu'on résume aujourd'hui ensemble. C'est L'année des 12 semaines, écrit par Brian P. Morgan et Michael Lennington. Et le concept est simple. Souvent, on se focalise sur les 3 derniers mois de l'année, de septembre à décembre, pour accélérer, pour obtenir les objectifs qui sont encore pas atteints. Donc, en fin d'année, on accélère. Car selon une étude, 40% de nos résultats se produisent en fin d'année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'on a la capacité de 40% de plus pour produire ces résultats toute l'année et pas seulement la fin de l'année. On a la capacité donc d'être performant toute l'année, pas seulement à la fin, quand la pression monte. Alors, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ici, mais au lieu de penser à 12 mois, on va penser en 3 mois. C'est-à-dire que ces 40%, ils seront là pendant nos 3 mois. Alors, quelle est la solution pour être plus productif tout le long de l'année? On doit être capable de répéter ces efforts de 40% le plus souvent possible. Et ce que propose le livre, c'est donc de répéter ces résultats tous les 3 mois, toutes les 12 semaines et pas seulement à la fin de l'année. Donc dans ce livre, on va voir comment remplacer notre année de 12 semaines, soit 365 jours, comme on le sait, en 12 semaines. C'est aussi simple que ça. Bien, maintenant que l'on a posé les bases, on sait vers quoi on va, donc remplacer nos 12 mois en 3 mois. On va commencer maintenant à rentrer un peu plus dans les détails. Donc ici, on va commencer par le concept de périodisation, qui se base sur 10 accélérateurs de productivité, car oui, si on veut des résultats, on doit être productif. Donc, on va voir ensemble ces 10 accélérateurs de productivité. Le premier accélérateur, c'est faire que chaque semaine compte. Le deuxième, connecter émotionnellement. Le troisième, on doit développer un plan. Ensuite, on doit exécuter une semaine à la fois, mesurer notre avancement, être responsable aussi, créer des compromis avec nous-mêmes et avec les tâches que nous faisons. Le 9e accélérateur, c'est exécuter sur le moment. Et le 10e, c'est avoir des déséquilibres intentionnels. Allez, on passe au premier accélérateur. Donc, c'est faire que chaque semaine compte. Le problème de définir des objectifs annuels, c'est qu'ils sont loin.
Donc, comme ils sont loin, on procrastine parce qu'on se dit qu'on a le temps de voir venir. On a le temps d'attendre. Alors, si nos objectifs sont loin, on n'y met pas autant de productivité et d'intention. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cet accélérateur? On va définir des objectifs pour 12 semaines et non pas pour 52 semaines. Des objectifs qu'on va positionner chaque mois, mais aussi chaque semaine. Et des objectifs pour tous les jours aussi. Et quand les objectifs s'approchent, par exemple, on met des objectifs chaque jour, eh bien, on sent de la pression. On a une date limite que l'on doit respecter et on fonce, on avance rapidement, on se presse, on se met la pression pour ne pas dépasser cette date. Le résultat, on accélère et on est pressé. Le deuxième accélérateur qu'on va voir ici, c'est qu'on va se connecter émotionnellement. Parce que oui, on a des objectifs, c'est déjà bien pour commencer, mais on nous dit ici que si on a une vision liée à ces objectifs, alors c'est mieux, on avance. On nous dit ici que si on n'a pas de vision claire, accrochée à ces objectifs, alors on n'avance pas. Donc, si on a seulement des objectifs de travail, sans une connexion émotionnelle, sans une vision personnelle liée à ces objectifs, ce sera très difficile d'atteindre ces objectifs. Et donc, le travail que l'on fait, les actions qu'on réalise, en réalité, ce sont que des outils. La vision doit être placée au centre de ton travail, dans tout ce que tu fais. Parce que si tu ne vas pas dans le même sens que ta vision que tu t'es définie, alors ce sera compliqué d'atteindre tes objectifs. Donc on doit définir une vision claire de là où on veut aller, et à partir de cette vision, eh bien, on va attacher nos objectifs à cette vision pour ne pas dévier de notre route. Si on attache notre vision à nos objectifs, on sera davantage impliqué avec de l'intention dans nos actions du quotidien. Donc on vient de voir le premier accélérateur qui était de faire que chaque semaine compte, se fixer des objectifs chaque semaine, et maintenant on vient de voir qu'on doit se connecter, qu'on doit avoir une vision claire accrochée à nos objectifs, définir clairement où on veut aller pour que chaque action que l'on fait ait du sens. Maintenant on passe à l'accélérateur numéro 3 qui est le développement de notre plan. Parce que si on veut avoir des objectifs en 12 semaines, alors c'est difficile si on n'a pas de plan concret. Et oui, parce que si on avance sans plan, on ne sait pas où on va. Et le résultat, c'est que l'on n'est pas productif si on n'a pas de plan. On saute de tâche en tâche, juste pour les accomplir, mais sans structure, sans ordre, sans priorité claire. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on doit écrire un plan écrit sur papier. Ce plan nous permettra de gagner du temps. Il sera là devant nous tous les jours, on va le placer devant notre bureau, devant nous tous les jours, même en fond d'écran sur notre téléphone, comme ça on sait ce que l'on doit faire à tout moment, à tout instant de la journée, tous les jours, pour nous orienter vers nos objectifs et pour atteindre les résultats que l'on veut atteindre. Et ce plan-là, que nous avons pensé, que nous avons écrit, réfléchi, nous donne de la focalisation, de la concentration vers un seul point. Je vous donne un exemple ici. Vous rentrez dans une pièce, vous voyez que la lumière est allumée. La lumière se répand dans toute la pièce. Mais imaginez maintenant que vous rentrez dans une pièce où il fait noir, où il fait sombre, la lumière est éteinte, mais vous prenez un laser. Dans le premier cas, la lumière se diffuse partout dans la pièce, mais dans le deuxième cas, quand vous pointez avec un laser, la lumière est concentrée sur un seul point. Et c'est ça que vous devez atteindre. C'est la concentration vers un seul point et non pas se disperser partout. C'est le but d'avoir un plan, d'avoir une vision claire. Ne pas se disperser et partir dans tous les sens. Mettre nos efforts au bon endroit. Alors, comment on va développer ce plan ? Donc, on doit définir 3 objectifs, puisqu'on a dit qu'on avait 3 mois, un objectif par mois. Et il n'en faut pas plus. Seulement 3. Parce que plus tu as d'objectifs, moins tu as de chances de les atteindre. Plus tu vas te disperser, plus tu auras du mal à rester sur les rails. Donc, 3 objectifs pour 3 mois. C'est suffisant. On ne t'en demande pas plus dans ce livre. On doit donc identifier ces 3 objectifs. Une fois que tu les as identifiés, pour chaque objectif, tu vas définir des tactiques
Tactique A, tactique B, tactique C pour chaque objectif. Ces tactiques, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est des actions précises. Ce sont des tactiques actionnables, réalisables, liées à notre objectif hebdomadaire et mensuel. Tu dois aussi définir une liste de responsabilités. Par exemple, si c'est pas toi qui dois réaliser une action, tu vas mettre la personne en dessous de cette tâche qui doit réaliser cette action. Parce que si tu fais appel à d'autres personnes, il faut également le noter. Ensuite, il te faut une date précise pour atteindre ces objectifs. Et c'est cette date qui va te permettre de te mettre la pression et de te pousser à avancer, à réussir tes objectifs. Donc voilà pour le plan, hein. C'est simplement définir tes 3 objectifs, noter tes tactiques qui viennent se lier à tes objectifs pour que chaque semaine tu aies des actions précises à réaliser. Ensuite, tu vas noter la responsabilité de chacun vis-à-vis de tes actions que tu as notées. Puis une date précise, parce que s'il n'y a pas de date, tu n'as pas de pression. Tout ça pour te pousser à avancer. Donc ici, on est dans les 10 accélérateurs de productivité. On passe maintenant au 4e, qui est exécuter une fois à la semaine. On doit passer à l'action de manière constante. L'exécution des tâches doit être essentielle, donc on doit exécuter tous les jours au moins quelque chose pour avancer vers un objectif hebdomadaire et mensuel. On doit donc définir chaque semaine comme un bloc de travail unique, en définissant notre semaine orientée vers une tactique par exemple. Si tu as défini 5 tactiques, eh bien une tactique par semaine. On va donc bloquer du temps, donc dans lequel rien ni personne ne va nous interrompre. Et donc dans ces blocs de temps, on va définir différents types de blocs. Par exemple, le bloc de révision. On nous dit ici que chaque semaine, il faut que tu fasses une révision de ce qui s'est passé pour mesurer tes avancements. Par exemple, le lundi ou le dernier jour de travail de ta semaine, si c'est le samedi ou le dimanche. Donc, c'est une session que tu vas planifier par semaine pour vérifier les résultats et planifier la semaine suivante. Ensuite, chaque jour, après chaque journée, aussi, tu vas planifier un bloc de 5 minutes pour planifier chaque jour suivant et réviser les priorités de la journée si tu as atteint ou non les actions que tu t'étais dit de faire. Ensuite, tu vas orienter tes journées vers les objectifs principaux. Tu vas planifier les activités de la journée suivante pour qu'ils soient alignés avec ta vision, ton objectif hebdomadaire et mensuel. Ensuite, il faut un bloc de temps pour chaque tâche pour réussir à les accomplir. Par exemple, tu te dis le matin que je vais faire 2 heures de focus sur cette tâche-là. C'est important que ton calendrier, en fait, il soit aligné avec tes objectifs. Donc, chaque temps doit être minutieusement défini. Parce qu'ici, on nous dit qu'on joue contre la montre. Donc, on doit être le plus productif possible. Donc, il faut que tes journées soient carrées. Bien sûr, il te faut aussi du temps pour les imprévus et du temps de repos. Mais ça, on va le voir un peu plus tard dans ce résumé. Donc on nous dit aussi que l'on doit mesurer notre avancement. Par exemple, imagine que tu es un joueur de football, tu es dans un match de foot, eh bien, à chaque moment du match, tu sais où tu en es. En haut, on voit l'affichage, on voit le résultat. Si vous gagnez, si vous perdez, si vous êtes égalité. Tout le monde sait si l'équipe gagne ou perd à tout moment. Donc, c'est ça une mesure. On doit mesurer ce que l'on fait, car on ne va pas travailler de la même manière selon le résultat que l'on a. Si dans ce match, par exemple, votre équipe est à égalité à la dernière minute, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accélérer, jouer plus vite, être plus réactif pour essayer de gagner ce match. Alors que c'est la fin du match, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, mais c'est la pression qui vous pousse à agir, à atteindre votre maximum de votre potentiel. Eh bien, c'est la même chose que nous voulons faire ici. Par exemple, dans une entreprise, c'est aussi la même chose. Si on ne sait pas si on avance, donc si on n'a pas le résultat en vue tout le temps, si on ne sait pas si on progresse ou si on régresse, on ne sait pas où on va. Donc, imagine, tu es comme dans un match de foot. Il reste 1 mois, par exemple, pour atteindre ton objectif. Ou 30 minutes du match qui est en cours.
Et tu dois savoir où tu en es dans la réalisation de tes objectifs. C'est important pour progresser et ajuster le tir. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu que dans chaque semaine, tu vas te donner un score. Tu vas te noter. Tu vas mesurer ton avancement. Pour chaque action, pour chaque objectif que tu as réalisé, tu dois être transparent avec toi-même et avec tes avancements de la semaine. Tu dois définir, être réaliste, redéfinir tes objectifs de la semaine suivante pour t'améliorer et faire mieux chaque semaine. Allez, on passe maintenant à l'accélérateur suivant, c'est travailler de manière intentionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On parle ici d'intentionnalité, parce que si nous ne sommes pas clairs sur ce que nous devons faire, sur les 2 semaines, sur les 2 prochaines heures, sur le prochain mois, eh bien notre cerveau part dans tous les sens. On le disait tout à l'heure dans l'introduction, si on n'est pas clair avec ce que l'on veut et où on va, si on n'est pas intentionnel avec nos actions, eh bien, on ne va pas avancer. Alors on doit définir clairement la marche que tu dois suivre. Pour ces 2 heures, par exemple, les 2 heures suivantes, le créneau qui est disponible l'après-midi, tu vas le placer de manière à ce que tu vas te focaliser sur une chose précise, sur 2 heures par exemple. Tu devras être concentré et même visualiser tes objectifs avant d'avoir réalisé ce bloc de temps. Si tu te dis par exemple que tu as 2 heures pour réaliser une tâche, alors tu vas être plus productif. Tu vas pas te dire 3 heures, tu vas te dire 2 heures max pour réaliser cette action. Le but étant de savoir ce que tu dois faire à l'avance, de manière à être le plus précis possible et le plus intentionnel possible au moment où tu vas réaliser cette tâche. Tu dois savoir ce que tu dois faire à n'importe quel moment de ta journée. Tu dois être le plus précis possible avec le temps imparti que tu as. Le plus précis possible. Tout ça pourquoi? Eh bien, tout simplement pour éviter que notre cerveau parte dans tous les sens, procrastine et recherche la facilité. Et ça, c'est en lien avec l'accélérateur suivant, puisque là, on vient de voir qu'il faut travailler avec intention, définir exactement, minutieusement ce que l'on va faire à chaque heure de la journée, à chaque moment de la journée. Donc, l'accélérateur suivant, c'est travailler en bloc de temps. On l'a déjà vu un peu tout à l'heure, mais là, c'est un peu plus précis. Donc, on va définir des blocs stratégiques. On va définir des stratégies, une vision spécifique. Une fois par semaine, on va se réserver du temps, 3 heures par semaine, pour générer des stratégies spécifiques. Réviser toute la semaine, remettre à plat tout ce qu'on a vu cette semaine pour préparer la semaine suivante. Le deuxième bloc, c'est le bloc de réserve, qui doit être parfaitement défini. Parce que dans la vie, nous pouvons avoir des imprévus, des urgences. On va probablement éteindre des incendies qui peuvent arriver. Donc on doit bloquer un temps de 30 minutes ou 1 heure, le matin et l'après-midi même si tu veux, au cas où, afin que tu aies de la marge pour ce qui peut se produire et ce qui est variable et ce que tu ne maîtrises pas. Ensuite, on nous dit ici qu'il nous faut un bloc de déconnexion de 3 heures aussi. Il est important donc de prendre du temps de déconnexion, du temps de repos, car nous avons des plannings assez chargés. Et nous devons donc planifier ce temps pour recharger les piles, pour revenir après plus fort, être en forme, avec plus d'énergie, pour être plus productif sur nos prochaines sessions de travail. Allez, on passe maintenant à l'accélérateur numéro 7, c'est être responsable de ses résultats. Alors, qu'est-ce que c'est être responsable? Quand on parle de responsabilité, on a une connotation négative là-dessus, sur ce mot. Souvent, on le prend mal quand on nous dit de rendre des comptes à quelqu'un. Mais on doit arrêter de trouver des excuses. En fait, la responsabilité, c'est arrêter de trouver des excuses pour ce qui est hors de notre contrôle. On doit prendre les responsabilités pour tout ce qui est sous notre contrôle. Nos pensées, nos projets, nos objectifs, notre développement personnel. Et on doit oublier tout ce qui est hors de notre contrôle. Et prendre la responsabilité de nos actions et de notre quotidien, de notre productivité également. Car oui, je te le dis, c'est que personne ne viendra faire les choses à ta place. C'est à toi d'organiser ta journée, c'est à toi d'organiser ta semaine, ton mois. C'est à toi de définir ta vision claire. Parce que personne ne viendra corriger ta trajectoire. Tu es maître de ce qui t'arrive. Alors, ne trouve pas d'excuses, ne trouve plus d'excuses d'ailleurs,
Juste passe à l'action. Qu'est-ce qu'on a vu ici? C'est qu'on doit agir sur ce qui est dans notre zone d'influence. Comme on a vu dans un autre résumé, hein, et laisser à côté tout ce qui est hors de notre contrôle. Allez, on passe maintenant à l'accélérateur numéro 8, puisqu'on est, je vous le rappelle, dans les 10 accélérateurs de productivité. Le 8e, c'est faire de grands compromis. Si tu veux réussir à atteindre tes objectifs, cela va venir de toi et uniquement de toi. Ce n'est pas ce que tu fais une fois par mois ou par an qui est un compromis, c'est ce que tu fais tous les jours. Avec ta raison personnelle d'avancer, ta raison, ta vision qui te fasse vibrer et qui te fasse aller de l'avant pour réussir. Quand les choses vont devenir difficiles et que, par exemple, tu vas te focaliser seulement sur l'argent, peut-être pour progresser, et non pas sur ton travail, alors tu n'auras pas un compromis suffisamment important, puissant, pour aller de l'avant et réussir. Donc il te faut un compromis avec des actions que tu fais chaque jour pour atteindre ton objectif. Et pas seulement se focaliser sur l'objectif, mais se focaliser sur les tâches constantes, récurrentes que tu fais tous les jours pour atteindre ce rêve que tu rêves depuis toujours. Tu dois aussi définir, en plus du compromis, tu dois définir les coûts pour atteindre cet objectif. Tu dois définir ce que ça va te coûter chaque jour, en termes de fatigue, en termes de temps, en termes d'action que tu dois réaliser chaque jour. Par exemple, si tu dois travailler 12 heures par jour, par exemple, tu dois aussi savoir qu'il te faut du temps de repos. Tu peux pas faire autant d'heures peut-être parce que tu seras fatigué et le lendemain, tu ne seras pas autant productif. Et tu dois savoir aussi que tu auras moins de temps pour ta famille, pour tes amis, pour jouer aux jeux vidéo, pour regarder ta série Netflix par exemple. Tu auras moins de temps. Tout ça, tu dois le calculer et définir chaque action que tu fais, définir le temps qu'elle va prendre, la fatigue qu'elle va prendre, le coût physique et le temps de repos qu'il te faudra pour récupérer. Tout ça doit être pris en compte. Donc le compromis, c'est aussi, par exemple, un athlète qui travaille tous les jours sans compromis avec lui-même, eh bien lui, s'il n'a pas de compromis avec lui-même, s'il ne fait pas le travail qu'il doit faire tous les jours, de se lever par exemple à 4 heures du matin pour faire ses entraînements, de faire ses 6 heures d'entraînement quotidien d'ailleurs, de manger sainement, de respecter son engagement, alors s'il ne fait pas tout ça tous les jours, à répétition, de manière constante, alors il ne réussira pas. Toi aussi, tu dois faire ça tous les jours. Tu dois faire les actions qui doivent être faites, les actions qui doivent te mener vers l'objectif que tu t'es fixé. Et tu dois écrire tout ça sur papier. Et aussi suivre tout ce que tu fais tous les jours pour valider que tu es sur le bon chemin. Parce que si tu ne notes pas, si tu n'écris pas ce que tu fais tous les jours, si tu ne suis pas, alors tu ne sais pas où tu vas. Alors tu n'auras aucun moyen de savoir comment t'améliorer ou si tu es sur le bon chemin ou non. Et alors, impossible de savoir si tu es compromis avec ton objectif que tu t'es fixé. Donc ici, on a vu que le compromis, c'est super important. Hein. Tu dois faire comme un athlète, comme un joueur de foot. Tu dois être discipliné. Faire tes actions constantes que tu dois faire tous les jours. Et tu dois calculer ce que ça va te coûter. Puisque ça va te coûter quelque chose de la fatigue, un manque de relation avec ton entourage. Il faut que tu calcules et anticipes tout ça. On passe maintenant à l'accélérateur numéro 9 qui est de travailler dans le moment présent. Puisque la philosophie des 12 semaines, pour l'intégrer, eh bien, tu vas devoir choisir les actions claires quotidiennes qui t'amèneront à être dans le momentum. Alors, qu'est-ce que c'est le momentum ? Imagine un train qui démarre. Un train qui part. Pour le démarrer, ce train, il faut beaucoup de force. Beaucoup de force. Il va mettre beaucoup de temps à arriver à sa vitesse de croisière, mais une fois qu'il y sera, eh bien, rien ne pourra l'arrêter. Il sera constant au bout d'un moment, il rentrera dans un momentum, c'est-à-dire un moment où son inertie fera qu'il avance. Au début, ce sera difficile de démarrer, mais après, une fois que tu seras lancé, rien ne pourra t'arrêter. Et c'est à ce moment-là que tu atteins une attraction, une inertie très forte.
Et c'est ça le momentum. C'est le focus dans une action précise. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, que tu es dans une action précise et que tu vois pas le temps passer. Tu étais sur une tâche tellement prenante que tu ne t'es pas rendu compte qu'il faisait déjà nuit, par exemple. Eh bien, c'est ça, l'état de momentum. C'est un état de flow. L'état de momentum, c'est l'état dans lequel tout peut arriver autour de toi, mais rien ne te déstabilise. Comme le train qui est lancé, rien ne l'arrête. Eh bien, c'est ça que l'on doit chercher ici. Le but ici, c'est de transformer ton identité, de devenir cette personne qui fait ce qu'il a à faire dans n'importe quelle circonstance, sans distraction, sans coupure. Une action, et puis c'est tout. La constance et la discipline, ça va être la clé pour que tu réussisses. Alors tu vas mettre en place tout ça dans ton quotidien. Et forcément, au long terme, tu en verras les résultats, j'en suis sûr. Allez, maintenant on passe au dernier accélérateur de productivité. On doit chercher les déséquilibres intentionnels. Souvent, on cherche l'équilibre dans notre quotidien, dans notre vie perso, dans notre vie professionnelle, du temps libre, du temps de plaisir. Mais parfois, il faut y aller, avancer plus sur un axe ou un autre, soit sur le perso, soit sur le pro, la santé physique, le temps libre avec la famille. Tout ça pour avoir des résultats plus importants dans une période de temps plus court. Ça va te challenger aussi dans ta vie pour atteindre des objectifs qui prendraient davantage de temps pour te donner encore plus de pression pour réussir, par exemple. Cela peut être du temps de repos intentionnel, pas que de travail, bien sûr. Tu dois programmer des déséquilibres intentionnels. Par exemple, sur une semaine, tu vois que tu n'as pas beaucoup avancé la semaine dernière sur une action ou sur un objectif, eh bien cette semaine, tu vas focus 2 fois plus de temps. Bon, peut-être pas 2 fois plus, mais beaucoup plus de temps sur une seule action. Alors on vient de voir les 10 accélérateurs qui sont essentiels pour la productivité. Ce que l'on s'est dit, c'est qu'on doit faire que chaque semaine compte, que l'on doit se connecter émotionnellement avec les actions que l'on fait au quotidien, que l'on doit développer un plan précis à suivre, parce que sinon on ne sait pas où on va. On doit exécuter une semaine à la fois, et mesurer notre avancement, parce que si on ne mesure pas, eh bien on ne sait pas si on progresse. On doit également être responsable de nos actes et arrêter de trouver des excuses. Puis on a vu aussi la partie compromis, qu'on doit être compromis avec nous-mêmes pour ne pas se dévier de notre route. Se compromettre tous les jours à réaliser les actions qui doivent être faites et à ne pas trouver d'excuses. On doit aussi exécuter sur le moment présent avec cet état de flow, l'inertie qui va nous permettre d'aller plus loin. Et intentionnellement, on va créer des déséquilibres. Parfois, un jour, pour se dire qu'on doit avancer plus vite sur un projet ou sur une action, ou même un déséquilibre intentionnel de repos, des vacances que tu vas te permettre pour revenir avec plus d'énergie après et être plus productif. Maintenant, on va calculer un petit peu. On a dit qu'on voit l'année en 12 semaines. Mais si on voit que sur une année, on a 52 semaines, 4 fois 12, ça fait 48, donc 4 blocs de 12 semaines. Il nous reste 4 semaines supplémentaires. Et donc ces semaines-là, c'est les semaines 13. Puisqu'après chaque bloc de 12 semaines, eh bien, on va se garder une semaine de plus, la 13e. Cette semaine, en fait, elle va nous permettre de souffler, de récupérer l'énergie et préparer aussi les 12 prochaines semaines. Donc ce qui veut dire que cette semaine est dédiée à des jours de repos, à mettre en place une revue de ce qui a été fait dans les 12 semaines qui se sont écoulées. Et cette semaine-là est aussi pour planifier les prochaines semaines, les prochains objectifs, les tactiques et les semaines suivantes. On va utiliser cette semaine pour se préparer aussi physiquement, mentalement, et aussi prendre du recul et revoir notre vision et nos stratégies. Allez, maintenant on passe à la partie 2 de ce livre. La partie 1, c'était donc les 10 accélérateurs, et la partie 2, on va parler ici de comment exécuter notre plan, avec 3 principes et 5 disciplines. Les 3 principes, ce sont les suivants: responsabilité, engagement et grandeur dans l'instant. Et les 5 disciplines, ce sont les suivantes: la vision, la planification, le contrôle du processus,
la mesure et l'utilisation efficace de notre temps. On commence par les 3 principes. Ce que nous disent ici les auteurs, c'est que ces 3 principes sont la base des 12 semaines, tant au niveau professionnel que personnel, à tous les niveaux de la vie. Le premier principe, c'est prendre la responsabilité. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, tu dois être capable d'être responsable des actions que tu entreprends. Et on doit faire abstraction de tout ce qui tourne autour de toi et qui vient de l'extérieur. Car si on se focalise sur l'externe, on ne va pas se rendre responsable. C'est une attitude de vie, une volonté d'assumer ses actions et ses résultats, quelles qu'en soient les circonstances, mais pas se tourner vers tout ce qui tourne autour de nous. Chacun d'entre nous, nous avons une liberté de choisir, de devenir responsable de nos actions. Et ici, on nous pose une question. Qu'est-ce que tu peux faire de plus pour que ce résultat arrive en moins de temps ? Ça, c'est une bonne question. Le deuxième principe, c'est l'engagement ou le compromis avec nous-mêmes et les autres. Tu dois être capable de te promettre des choses, te promettre d'y arriver. Ce sont des compromis que tu fais avec toi-même. Alors, qu'est-ce que le compromis ? Comme on l'a vu tout à l'heure, je vais faire tout mon possible pour que ces résultats soient possibles, pour que tout ça se produise. Tu dois terminer tout ce que tu t'es dit de faire. Et l'année de 12 semaines va te permettre de renforcer ton engagement et ta discipline. Le troisième principe, c'est la grandeur dans l'instant. Tu dois prendre la décision de devenir quelqu'un de haute responsabilité qui réussit tout ce qu'il entreprend. Tu dois te compromettre à devenir quelqu'un de grand. Si tu veux obtenir une médaille, par exemple, aux Jeux Olympiques, d'ici 4 ans, alors tu dois devenir cette personne qui réalise tout ce qu'il entreprend. Tu dois choisir de devenir le meilleur dans ton domaine, dans ta discipline. Lorsque tu choisis de devenir grand, que tu l'as réellement décidé, que tu as choisi de faire les choses que tu t'es dit de faire, alors là, tu vas aller loin. Alors les résultats vont s'aligner naturellement sur tes actions et les résultats vont arriver naturellement. On passe maintenant aux 5 disciplines que nous devons réaliser pour que notre plan de 12 semaines fonctionne. La première discipline, c'est la vision. La vision, c'est quoi ? C'est le rêve de l'objectif que nous voulons atteindre. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'objectif doit être connecté avec notre vision, car sinon, impossible d'atteindre cet objectif, ou en tout cas, ce sera davantage difficile de l'atteindre. Une vision peut être difficile de traduire en action. Donc, dans le livre, on nous donne 2 exercices pour trouver notre vision. Le premier exercice, c'est se poser cette question. Comment passer d'une vision à une action ? Donc, imagine que tu as une vision. Eh bien, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas commencer par l'écrire et te poser la question « Et si cette vision peut devenir une réalité ?» Cette question va te faire passer de l'idée de l'étiquette d'impossible à l'étiquette de possible. Déjà, c'est un premier pas. Puisque tu ne sais pas comment traduire cette vision, tu vas te poser la question « Et si ça peut devenir une réalité ?» La deuxième question, comment je pourrais faire pour que ça devienne une réalité ? Et cette question elle va provoquer que ta vision se convertisse en un plan pour l'atteindre. Tu te dis comment je vais réaliser, donc tu vas écrire le plan d'action pour y arriver. Maintenant, cette idée peut devenir probable, parce que si tu te poses la question suivante, est-ce que c'est réalisable ? Et comment je vais y arriver ? Ces 2 questions, en fait, elles vont te donner le permis de croire que c'est possible. Alors, c'est un exercice simple, facile, mais cela peut t'aider à convertir ton idée en réalité. Un second exercice qu'on nous propose ici, c'est que l'on doit définir notre vision sur 5 à 10 ans. Mettre sur papier notre vision sur ce qui va se passer dans le futur. On doit aussi clarifier ce que l'on doit faire dans les 3 prochaines années. Donc, définir ce qu'on doit faire sur 3, 5 et 10 ans. Et également, on doit définir le premier plan de 12 semaines, une action par semaine, un objectif par semaine, et chaque jour doit être aligné avec cette vision 3, 5, 10 ans. Maintenant que tu as planifié ton plan de 12 semaines, tu vas partager ta vision avec d'autres personnes. Ce qui va en fait
te permettre de te responsabiliser sur ta vision et te forcer à te donner le compromis et la pression externe nécessaire qui va te permettre d'atteindre tes objectifs avec plus de pression. Et donc, chaque semaine, tu vas aussi passer du temps pour vérifier que tu es sur la bonne route, que tout ce que tu as fait est lié à ta vision long terme. Pour que tu ne partes pas dans tous les sens, bien sûr, tu vas faire une révision hebdomadaire et quotidienne qui doit être obligatoire, comme on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs. Ensuite, tu dois vérifier régulièrement que ta vision est suffisamment importante pour t'inspirer à progresser et continuer à avancer pour ne pas abandonner. Parce que tu vas rencontrer des moments difficiles, et ça c'est sûr, où tu vas ralentir. Mais le but ici, c'est ne jamais abandonner. Parce que quand cela arrive, fais au moins une action au quotidien qui t'amène même 1% vers ton objectif. Mais ne t'arrête pas. Comme on l'a vu tout à l'heure, parce que le plus dur, c'est de démarrer. Mais après, quand tu es sur la route, personne ne va t'arrêter. Deuxième discipline, la discipline numéro 2, c'est la planification. Le plan de 12 semaines commence par une vision, comme on l'a vu tout à l'heure. Là, on est d'accord. Ça, c'est fait. Tu as défini ta vision, tu t'es posé les 3 questions. Et à partir de cette vision, on va définir nos objectifs pour 3 mois. Sur la base de ces objectifs, on doit développer un plan écrit, comme on l'a vu tout à l'heure, pour effectuer nos actions nécessaires. Et selon le livre, un plan écrit à la main sur papier est plus puissant. Ça va augmenter drastiquement la réalisation des objectifs. Donc, comment créer ces actions à réaliser ? Une action doit être précise, spécifique, mesurable. Toutes les tactiques aussi doivent être bien définies. Les actions doivent être descriptives, précisément. On doit savoir facilement ce que l'on a à faire dans chaque action et à quoi elles correspondent et quels sont les responsables de chaque action. Nos actions doivent être positives pour que ça soit attractif et des actions dans notre zone de contrôle. Parce que si elles ne sont pas dans ta zone de contrôle, alors tu n'auras pas les compétences pour les réaliser. On doit aussi être réaliste, on ne peut pas mettre des objectifs impossibles, on doit choisir des actions de façon à ce qu'elles soient possibles et réalisables, mais pas trop faciles, parce que sinon on va abandonner. Et chaque action doit être liée à un responsable, comme on l'a vu tout à l'heure, afin de savoir qui gère quoi à chaque moment. Si quelqu'un d'autre doit s'en occuper, tu dois le savoir. Et si quelqu'un d'autre s'en occupe, tu dois suivre l'évolution de ses actions pour savoir si cette personne avance, progresse vraiment sur cet objectif. Même si tu délègues, tu dois suivre et vérifier si les tâches sont bien réalisées. Ensuite, on doit définir une date limite à chaque action et on doit se poser les 2 questions suivantes. Avec quelle action je vais avoir des difficultés ou des problèmes ? Parce qu'on le sait, on va avoir des difficultés, mais on doit les identifier en avance, avant de commencer. Quand tu planifies ta semaine, tu dois définir les difficultés que tu vas avoir et quelles actions vont poser problème et aussi les possibilités de solutions que tu peux avoir. Ensuite, pose-toi cette seconde question. Qu'est-ce que je vais faire avec les actions qui vont poser problème ? Les déléguer, par exemple, les éliminer ou demander de l'aide à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici ? On a vu comment planifier les 12 semaines. On a vu qu'il nous faut 3 objectifs pour 3 mois et que pour chaque mois, on doit définir les tactiques A, B et C et les dates liées à chaque tactique. Tu dois aussi t'assurer que ton plan de 12 semaines doit être toujours aligné à ta vision. Limite-toi sur 3 priorités pour 3 mois, car moins il y a d'objectifs, plus c'est facile de les atteindre. On a vu aussi qu'on en avait une semaine bonus, la semaine 13, qui va te permettre de te reposer, de définir tes stratégies et tes objectifs pour les autres semaines. Et pour finir, on a vu que si tu travailles en équipe, alors tu pourras déléguer et optimiser ton temps, mais surtout tu dois suivre aussi les actions que tu as déléguées. Bien, maintenant on passe à la 3e discipline, ce sont les outils pour t'aligner, tes systèmes pour suivre l'évolution et contrôler les processus. On a vu que l'on a besoin d'une vision sur laquelle s'appuient nos objectifs, puis vient ensuite notre plan que l'on a écrit, et ici on va rajouter une autre couche, c'est le contrôle du processus. Les systèmes que l'on a, ce sont les suivants.
Le plan hebdomadaire, c'est le plan qui doit t'aider à te focaliser sur tes objectifs afin que tu puisses amener des actions sur ton calendrier. Les actions écrites, bien sûr, sont en lien avec ton objectif et ta vision. Et tout ça pour t'assurer que tu fais les choses qu'il te faut au bon moment. Donc le plan hebdomadaire, en fait, c'est juste pour t'assurer que tu fais les choses, pour être sûr que tu avances. Le deuxième outil que tu as besoin, c'est de le faire avec quelqu'un. Ne le fais pas tout seul. C'est-à-dire que si tu fais les actions tout seul, ou si tu veux atteindre un objectif tout seul, tu as moins de probabilité d'y arriver. Alors que, au contraire, si tu le fais avec de l'aide, avec quelqu'un de plus expérimenté peut-être sur l'organisation ou sur le domaine que tu es en train de travailler, ce que l'on nous dit dans le livre, c'est que l'on a plus de 80% de chances d'y arriver. Alors, trouve quelqu'un avec qui travailler et avoir plus de chances d'y arriver. Ensuite, dans cette discipline-là, on nous dit que l'on a 3 choses à faire par semaine. Celles qui sont obligatoires. Première chose, c'est la ponctuation de ta semaine. Tu dois voir si tu es aligné avec tes objectifs, oui ou non, pour vérifier si tu t'es dévié ou non de ta route. Tu dois te noter. Ensuite, deuxième chose à faire par semaine, c'est planifier les activités de la semaine suivante. En accord avec le score que tu as eu, avec la note que tu t'es donnée la semaine précédente, eh bien, tu vas t'améliorer sur les points qui sont plus faibles. Troisième chose à faire, c'est rendre compte. On a besoin de rendre compte à quelqu'un parce que c'est important. Ce que nous dit le livre, c'est que cela a plus d'impact si quelqu'un voit ce que tu fais et te donne les axes d'amélioration afin de générer de la pression. Puisque oui, des fois on se note facilement. On se dit, bon, on a été bien, pas bien, on se met un 5 au lieu d'un 4. Mais quelqu'un d'externe, il va te dire, ah non, là je te mets un 3 parce que vraiment, tu n'as pas avancé là-dessus. Et ça te donne plus de pression. Donc, on doit mesurer nos actions. Chaque semaine, avec les 3 choses que l'on a vues à l'instant, planifier, rendre des comptes à quelqu'un. Et une chose importante que l'on nous dit ici, c'est que l'on ne doit jamais se donner le même niveau pour la semaine suivante. On doit toujours chercher à nous améliorer. Chaque semaine doit être meilleure que la précédente. La 4e discipline, c'est la mesure des résultats. On en a parlé le long du résumé, mais c'est important. Comme dans un match de foot, le résultat est toujours visible. Donc, comment mesurer tout ça? Comment mesurer nos résultats? Alors, 2 indicateurs simples, on nous propose ici. Un indicateur d'action et un indicateur de résultat. L'indicateur d'action, c'est la quantité de protéines, par exemple, de sessions de sport que tu fais pour y arriver, de marches quotidiennes, de la quantité aussi de litres d'eau que tu bois par jour ou par semaine. Ça, c'est un indicateur d'action. On a aussi un indicateur de résultat. Tu vas te poser la question, quand est-ce que je saurai que mon objectif est atteint? Par exemple, si tu veux perdre du poids, tu vas te fixer un objectif de perdre 10 kilos. Et quand tu auras atteint cette perte de 10 kilos, tu auras atteint ton objectif. Et une chose que je vais te dire ici, c'est que si tes indicateurs d'action sont accomplis, si tu te dis que tu as atteint le nombre de sessions de sport par semaine que tu t'es fixé, alors les résultats seront probablement réalisables à long terme. Et si les indicateurs ne sont pas bons, alors qu'est-ce que l'on va améliorer pour la semaine suivante? C'est la question que tu dois te poser. Si tu n'as pas eu de bons résultats, tu dois te demander qu'est-ce que tu dois améliorer pour que la prochaine semaine sera meilleure. On nous dit dans le livre qu'il y a une bonne nouvelle. Tout ça, ça nous met de la pression. Mais les auteurs nous disent aussi qu'on doit respirer. Parce qu'ils nous disent que l'on doit viser les 80% de nos actions et non pas les 100%. Si on arrive aux 80%, on sera déjà sur la route de la réussite. Donc, vise 80-85% par semaine et je suis sûr que tu vas y arriver. Ne te mets pas autant de pression. Ce qu'on a vu ici, c'est que la mesure, c'est le moteur du processus. Parce que sans mesure, on n'avance pas. Maintenant, on va passer à la discipline numéro 5 qui est de reprendre le contrôle de notre journée. Parce que le plus souvent, l'obstacle que nous rencontrons souvent, c'est qu'on se plaint du manque de temps.
Mais réellement, tout ça, c'est qu'une excuse. En fait, ce qui nous empêche vraiment le plus souvent de réussir, ce n'est pas le manque de temps, ce n'est pas le manque de motivation, mais la façon dont on utilise notre temps. Donc c'est l'utilisation du temps qui est importante. D'ailleurs, on va voir bientôt le livre de Deep Work, un épisode qui arrivera prochainement sur la chaîne, qui peut t'aider à utiliser le temps de manière à travailler en mode focus, focalisation sur des blocs de temps de travail profond. Donc c'est ce qu'on va voir prochainement. Et dans ces blocs de temps, dans ces journées, on doit éviter la distraction et chercher le focus sur une action précise et de manière intentionnelle, comme on l'a vu tout à l'heure. On nous dit aussi qu'on doit utiliser notre temps pour se concentrer sur nos forces et non pas sur nos faiblesses. Parce que si on a des actions, des tâches qui pointent sur nos faiblesses, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de les déléguer. On va chercher quelqu'un qui peut faire ces tâches à la place et qui sera meilleur sur ces tâches-là. Et au contraire, on va essayer de chercher à nous concentrer toujours sur nos forces pour obtenir nos meilleurs résultats. Ça paraît logique, mais on le répète quand même car parfois on s'éloigne de nos compétences et nos résultats ne sont pas bons. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais en fait, c'est simple. Si on se focus sur nos forces, on est quasiment sûr qu'on va arriver à nos résultats. Mais si on se focus sur nos faiblesses, ce sera plus difficile. On aura besoin de se former, de travailler plus, et donc les délais ne seront pas atteints. Qu'est-ce qu'on a vu ici? C'est que quand tu définis ton temps de travail, définis les actions chaque semaine sur lesquelles tes forces sont mises en avant, afin d'optimiser tes résultats et être sûr que tu puisses être plus productif. Tu vas définir également les blocs de temps, comme on l'a dit tout à l'heure, un bloc stratégique de 3 heures pour travailler sur ta vision, un bloc tampon de 30 minutes pour traiter les tâches de fond, et un bloc de pause de 3 heures au moins une fois par semaine, pour te reposer ou reprendre du recul sur ta semaine et améliorer ce qui n'a pas été atteint. Alors je t'invite aussi à aller voir des exemples à appliquer sur le site de l'année de 12 semaines qui peuvent être intéressants pour toi et pour commencer ta nouvelle année de 3 mois. Il y a des templates même de planification. Bon, je te mets tout ça dans la description pour que tu puisses aller y jeter un œil. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici dans ce livre? On a vu les clés de la productivité qui te permettront de redéfinir ton engagement vers ta vision, tes objectifs, afin d'atteindre ce que tu rêves le plus réaliser. Mais l'important qu'il faut que tu retiennes ici, c'est qu'il faut changer notre mentalité et notre rapport au temps. Mais également que nous ne pourrons pas tout faire. Il faut être optimiste, c'est sûr, mais également on doit être surtout réaliste. Et ce n'est pas grave si tu n'arrives pas à tout faire. Ce n'est pas grave. Te mets pas la pression. Et pour terminer, j'aimerais revenir sur la responsabilité. On l'a vu le long du livre, mais il y a un point à la fin du livre qui porte exclusivement sur comment créer une plus grande responsabilité dans notre vie. Et les auteurs nous proposent 4 choses à faire pour favoriser une plus grande responsabilité. La première chose, c'est prendre la résolution de ne plus être une victime. Ce qu'ils nous disent, c'est que l'on va prendre le temps d'écrire dès que l'on se trouve des excuses, prendre le temps dans ta journée. Si tu vois que tu te dis une excuse, que tu trouves des excuses, tu vas l'écrire. À tout moment de la journée, on va avoir sur nous un carnet peut-être, sur lequel on va noter nos moments où l'on se sent comme une victime. Par exemple, je ne suis pas à la hauteur, ça dépend, c'est pas ma faute, je suis né comme ça, je ne vais pas y arriver, je ne veux pas faire ça ou autre chose. Note tout ce qui te passe par la tête. Ça, c'est la première action que tu vas faire, la première chose à faire. Ensuite, tu vas arrêter de t'apitoyer sur ton sort. Il est normal d'être parfois déçu, triste, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais il ne faut pas laisser nos sentiments s'attarder là-dessus et se transformer limite en dépression. On doit apprendre à gérer nos pensées, nos émotions, à relativiser et à se dire que c'est un moment difficile, oui, mais je vais aller de l'avant parce que la vie continue. Et je dois être fort, prendre mes responsabilités pour que la situation actuelle ne se reproduise plus. C'est comme ça qu'il faut voir, il faut arrêter de s'apitoyer sur notre sort et être positif
aller de l'avant et être fort. Troisième chose à faire, c'est qu'on doit également être prêt à prendre des mesures. Si on veut des résultats différents, alors, bien sûr, on doit être prêt à agir différemment. Si on fait toujours la même chose, eh bien, on aura toujours les mêmes résultats. On doit faire les choses d'une autre manière. Agir ne changera pas seulement nos résultats, mais aussi notre attitude. Alors, quand tu te sens découragé, change ta perspective par rapport à ta situation actuelle. Prends du recul et agis différemment. La quatrième action que tu vas mettre en place ici, c'est que pour avoir une plus grande responsabilité, on nous dit que nous devons avoir auprès de nous des personnes hautement responsables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que avoir des personnes qui sont responsables, nous permettra de nous aligner sur leur niveau de responsabilité, afin de nous améliorer nous-mêmes sur ce domaine commun. Parce que on nous dit que nous sommes les 5 personnes que nous côtoyons tous les jours, le plus souvent. Donc on doit bien choisir les personnes qui nous entourent afin de réussir à atteindre tout ce dont on entreprend. Et pour conclure sur ce que l'on a vu ici, c'est que tu dois penser en 12 semaines et non plus en une année. Car on a vu que les objectifs sont meilleurs quand on a moins de temps pour atteindre nos objectifs. Et ce que l'on s'est dit également, c'est que chaque semaine, tu dois penser à planifier tes blocs de travail pour le travail profond et pour le travail de planification journalière et hebdomadaire. Tu dois planifier aussi du temps pour te reposer, te divertir bien sûr, changer d'air, respirer pour ne pas te fatiguer, pour retrouver de l'énergie, de la force. Et du temps pour être créatif, se recentrer sur soi-même, pour créer cette déconnexion que tu as besoin et surtout pour tenir dans le temps. Donc on doit aussi poser des dates sur les objectifs qu'on s'est fixés, sur les actions et mettre nos actions dans notre calendrier. Tout doit être dans le calendrier si tu veux avoir des résultats. Et la 13e semaine, la semaine bonus, on relâche. On planifie les 12 semaines. On fait un check-up de tout pour voir ce que l'on a réalisé durant ces 3 derniers mois afin de continuer à avancer. Alors, on va mettre en place des blocs de temps libre surtout. C'est super important car sans temps libre, on ne se récupère pas. On ne profite pas le long du chemin. On a l'impression d'être prisonnier de notre système. Et ce n'est pas le but. Le but ici, c'est d'être en harmonie avec soi-même et les objectifs que l'on s'est fixés, sans non plus se mettre dans le rouge. Et bien jusqu'ici, le résumé d'aujourd'hui sur le livre de l'année des 12 semaines, pour que ce début d'année soit bénéfique pour toi. Je veux orienter mes prochains épisodes, si tu le veux bien, en ce sens, pour t'aider à remettre un peu d'ordre dans tes objectifs et pour que tu sois plus productif tout en profitant du chemin parcouru. Et comme chaque semaine, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si cet épisode t'a apporté de la valeur. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.